IDFM 98 de la Bande FM Au-delà du miroir. Ce soir avec Jean Stone, qui est philosophe des sciences et fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris. Il est l'auteur de 2 best-sellers, Notre existence a-t-elle un sens, publié chez Pluriel, et chez Plomb, Les clés du futur. Il est diplômé en philosophie, paléontologie, informatique, mathématiques, économie et management. Et moi, Jean Stone, vous dites que vous êtes un défendeur, c'est ça, des nouveaux paradigmes? Oui, je pense effectivement que ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que il y a une révolution qui nous permet de voir le monde autrement, de voir autrement la matière, de voir autrement l'univers, de voir autrement également la conscience de l'être humain et le vivant, par rapport justement aux visions très matérialistes, très désenchantées, qui ont été celles de la modernité. Et ça, je pense que c'est une révolution conceptuelle dont beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience, surtout dans notre élite de responsables de politique, philosophique, économique. C'est une véritable révolution, comme le passage de l'ère pré-industrielle à l'ère industrielle et moderne. Nous passons maintenant de ce monde moderne à un monde post-moderne qui est plus ouvert justement sur les questions de sens, de spiritualité et de retour à une dimension religieuse. Alors c'est quoi l'université interdisciplinaire de Paris? Alors il y a maintenant 22 ans, nous avons fondé avec mon ami Jean-François Lambert, qui est un psychophysiologiste spécialiste du cerveau, avec Trinh Xuan Tuan, le célèbre astrophysicien, avec mon regretté maître Bernard d'Espagna, un des plus grands penseurs de la physique quantique du XXe siècle, et beaucoup d'autres scientifiques français et étrangers. Nous avons fondé une université populaire, en fait, qui organise donc des cours, des colloques depuis 22 ans. Et je dois dire que l'essentiel des personnalités, en tout cas rigoureuses, on va y revenir, du nouveau paradigme, y sont intervenus au cours de nos 22 ans d'existence, dont je précise au passage, ce qui était unique en France évidemment, une vingtaine de prix Nobel, dans cette démarche justement qui veut allier à la fois rigueur et ouverture dans l'exploration du monde. On va peut-être parler, puisque vous dédiez ce livre justement à Bernard d'Espagna, vous dites que c'est un sage au sens antique du terme. Oui, effectivement, c'est sans doute la personne qui m'a le plus marqué. Comme je l'ai mentionné, ça a été un des grands, non seulement physiciens, mais surtout philosophes de la physique quantique. Et son apport essentiel, c'est justement dans la déconstruction du matérialisme. C'est ça qui est très très important. En gros, le matérialisme, c'est basé sur la réalité de ce monde-là. Ce que vous pouvez voir, toucher, mesurer, peser, c'est la réalité. Et vous confondez en fait ce monde qui vous entoure avec la véritable réalité ultime. En fait, c'est une illusion. Comme la caverne de Platon, vous savez, la caverne de Platon, on voit en fait des ombres se projeter sur le fond d'une caverne et on pense que c'est la réalité. Et le travail de d'Espagna, c'est sans doute le travail le plus rigoureux à partir de la physique quantique pour démontrer que nous sommes dans la même situation que les hommes de la caverne. C'est-à-dire que la réalité ultime, eh bien, elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans l'espace, elle n'est pas dans la matière, elle n'est même pas dans l'énergie. Notez bien que je l'ai définie en termes négatifs. Pas dans le temps, pas dans l'espace, pas dans la matière, pas dans l'énergie. On ne peut très difficilement en parler en termes positifs de cette réalité, mais ce qui est formidable, on peut dire de façon tout à fait scientifique et rigoureuse ce qu'elle n'est pas. Et c'est déjà une ouverture extraordinaire. Voilà, à mon avis, l'apport de d'Espagna. Beaucoup d'autres physiciens l'ont dit, évidemment, mais il a été celui qui l'a dit de la façon la plus rigoureuse, à mon avis, de tous, au XXe siècle et au début du XXIe. Alors vous l'avez vu pendant de nombreuses années, vous l'avez même vu la dernière fois, à la veille de ses 94 ans, il était en pleine forme et il vous a dit, il venait d'être opéré des hanches, il vous a dit, il ferma alors les yeux, se concentra et grâce à une mémoire encore intacte, me récita un court texte de Fénelon, puis il me regarda et dit « Vous voyez, là, rien ne me gêne, je peux adhérer à tout ce qui est dit, bien que ce texte soit celui d'un ecclésiastique, rien ne vient troubler cette approche apophatique de l'être. » C'est quoi l'approche apophatique de l'être? Eh bien justement, l'approche apophatique, ça consiste à dire ce que Dieu n'est pas.
C'est-à-dire, au lieu de dire Dieu est bon, Dieu est généreux, ça c'est une approche qu'on va dire positive, on dit en latin cataphatique. Eh bien, l'approche apophatique, c'est l'inverse. On dit, voilà, Dieu n'est pas dans le monde matériel, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Et donc, ce texte de Fénelon, que j'ai eu donc l'honneur de lire sur sa tombe au moment de la descente du cercueil, quelques semaines après donc cette dernière rencontre avec lui, 15 jours après. Qu'on retrouve dans votre livre. Voilà, et qu'on retrouve ce texte-là, est justement un texte qui s'adresse à Dieu, mais sans donner aucune caractéristique, en quelque sorte, de Dieu. Et c'est justement, d'Espagna a été très, tout en se considérant comme de tradition chrétienne, il était très méfiant envers toute dimension qui pourrait être un peu anthropocentrique de Dieu. En gros, pour cette approche apophatique, la pire des choses qu'on peut trouver, c'est la chapelle Sixtine, malgré le grand talent de Michel-Ange, où effectivement on représente Dieu comme un bonhomme barbu qui touche, vous savez, la main d'Adam. Ah, j'ai une anecdote à vous raconter. D'Espagna, j'ai eu l'occasion de faire une campagne de financement pour son épée d'académicien. Quand il est rentré à l'académie, eh bien, comme il était un homme très discret, son gendre qui s'occupait du financement de son épée n'arrivait pas à la financer. Donc j'ai appelé des amis. Parce qu'il faut la financer. Ah oui, c'est une souscription. L'épée doit être financée par une souscription des amis de la personne qui rentre. C'est jamais l'académie qui rentre, qui fait ça, parce que les gens qui ont l'académie sont des gens importants, et donc ils ont des fan clubs, en gros. Donc il y a une souscription. C'est pas la personne qui rentre qui paie son épée, mais c'est pas l'académie non plus. Elle est chère cette épée. Ah bah oui, parce qu'elle est faite sur mesure, c'est des milliers d'euros, je sais pas, c'est peut-être 10 000 euros, un truc comme ça. Donc elle est forgée sur mesure. Et alors d'Espagna a choisi un symbolisme très précis sur cette épée. Alors il y avait une constellation d'étoiles parce que ça faisait un lien avec le prénom de sa mère et des choses, mais une des choses clés, c'est le portrait de l'empereur de Constantinople. Et donc cet empereur peu connu de Constantinople, je lui ai demandé pourquoi il l'avait mis sur son épée. Cet empereur dont j'ai oublié le nom, eh bien il s'appelait l'iconoclaste, c'est-à-dire qu'il avait voulu casser, et c'est la grande débat des icônes, il voulait détruire toutes les icônes. Parce qu'il disait qu'avoir une icône de Dieu, c'était un sacrilège, un peu comme le font les juifs et les musulmans. Eh bien, d'Espagne avait mis sur son épée d'académicien cette tête, cet empereur iconoclaste, plus ou moins connu en Occident, puisqu'empereur de Constantinople, pour montrer justement sa phobie de la représentation des choses. Qu'on ne pouvait pas représenter, oui, les protestants aussi, on ne pouvait pas représenter Dieu. Voilà pourquoi c'est une petite anecdote pour montrer que le réel est voilé, d'après d'Espagna, et pour aller au-delà de ce voile, ce n'est pas la science ou la raison qui peut progresser, mais ça peut être l'intuition mystique, ce que d'Espagna lui-même disait, ou l'art. Oui, parce que d'Espagna, ils appellent ça le réel voilé. Oui, tout à fait. C'est celle du réel voilé. C'est ça. C'est-à-dire que le réel véritable, comme je l'ai déjà dit, n'est pas celui dans le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Il n'est pas un pur inconnu. Il est voilé dans le sens qu'on peut quand même avoir des liens entre ce réel et l'homme. Et un des liens que d'Espagna voyait, c'était les mathématiques. Les mathématiques, parce que voyez-vous, le fait que l'esprit humain puisse raisonner sur l'univers et que ces raisonnements de l'être humain permettent de faire des prédictions qui fonctionnent, il y a quand même un lien, mais d'Espagna parlait d'un pont entre toile d'araignée, entre l'homme et l'être. Un pont en toile d'araignée, ça veut dire que si vous l'empruntez, il s'effondre instantanément. Donc il y a un pont en gros entre l'être et nous, mais c'est un pont en toile d'araignée, donc vous ne pouvez pas l'emprunter. C'est ça un peu l'idée du réel voilé. Le réel n'est pas un pur X, n'est pas un pur inconnaissable, mais quand même, on ne peut pas remonter jusqu'à lui. Alors Jean Stone, vous venez de publier chez Guy Trédaniel Explorateur au pluriel de l'invisible, puisque vous êtes un explorateur de l'invisible. Ce livre est une plongée au cœur des plus grands mystères de l'univers et de nous-mêmes. Comment trouver un sens et une cohérence à notre vie. Il est écrit à la page 121. Karl Jasper faisait remarquer que la certitude la plus forte que nous ayons, comme le montre très bien Descartes, est celle d'être un sujet, je pense, donc je suis, entouré d'objets, les chaises, les tables, les maisons. Certains font du sujet l'origine du tout, d'autres, les matérialistes, font des objets, donc de la matière, l'origine du tout, y compris bien sûr la conscience.
Ça, c'est votre chapitre sur Oui. quelle est la nature de la réalité. Oui, ben c'est surtout ce que je disais, que D'Espagna m'a dit que vous n'avez pas fini la citation de Jaspers, mais Jaspers disait, voilà, il y a deux positions. Ceux qui disent que tout est matière, les matérialistes, et ceux qui disent que tout est conscience, hein, les spiritualistes. Donc que même la matière est créée par la conscience. C'est ce que vous entendez beaucoup en physique quantique, et même par des gens sérieux, et par des gens moins sérieux aujourd'hui. Eh bien, D'Espagna disait... Jaspers, lui, proposait quelque chose qui s'appelle l'englobant. Et il disait, l'englobant, c'est avant la scission entre le sujet et l'objet. Donc on peut parler ni d'esprit ni de matière, mais quelque chose qui englobe, donc qui contient à la fois l'esprit et la matière. Et ce tout, pour lui, eh bien, c'était l'origine des choses. Et D'Espagna disait, ben ça, c'est ce qui me paraît le plus proche du message de la physique quantique. C'est-à-dire que la physique quantique nous dit pas que la réalité, tout est esprit, comme le croient certains. Elle nous dit avec force que la réalité ultime n'est pas la matière. Comme dit D'Espagna, qu'il nous faut abandonner le mot de matière et réintroduire le beau mot de être si on veut parler du fondement des choses. Parce que justement, ce que les sciences dites de la matière, à tort, d'après lui, démontrent, c'est que la matière n'est pas matérielle. C'est que les fondements des objets qui nous constituent ne sont pas des objets. Alors c'est formidable. Mais est-ce pour autant qu'il faut dire, ah ben dans ce cas, tout est esprit, tout est spiritualité? Non. D'Espagna a une très belle métaphore là-dessus, c'est l'arc-en-ciel. Vous avez un arc-en-ciel, quand vous bougez, vous voyez que l'arc-en-ciel bouge avec vous. Eh bien, vous dites, au début, vous pourriez penser, avant que vous bougiez, que l'arc-en-ciel était un pont réel entre deux collines, s'il est complet. Et bien là, vous voyez que pas du tout. En fait, l'arc-en-ciel, il bouge quand vous bougez. Voilà, et bien vous dites, non mais c'est une illusion ce truc-là. Non, c'est pas une illusion. L'arc-en-ciel n'est pas une illusion, il dépend de la présence des gouttes d'eau, des lois de réfraction de la lumière dans l'air, etc., etc. Mais sa position et sa vitesse dépendent de votre position et de votre vitesse, voyez-vous. Et ça, dit D'Espagna, c'est pareil pour tout ce qui nous constitue. Pour les protons, pour les neutrons, pour les photons, pour toutes les particules élémentaires, elles sont comme des arcs-en-ciel. Elles n'ont pas de caractéristiques propres. Leurs caractéristiques dépendent de la façon dont nous les observons. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont des créations de notre esprit. Voilà l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est avant la scission sujet-objet. C'est un peu complexe à comprendre, mais c'est vraiment dans l'idée d'une espèce de non-dualité. Et voilà. Qui a dit que la science est une superstition comme une autre? Alors, il y a une école de pensée, c'est Paul Feyerabend, qui était ce qu'il appelait lui-même un philosophe des sciences, il s'appelait lui-même l'anarchiste de la connaissance. Si vous voulez, c'est un mouvement de déconstruction que je ne partage pas, mais qui a fait partie d'une partie de ce qu'on appelle la postmodernité, certainement pas de toute la postmodernité selon moi, mais c'est un autre débat. Feyerabend disait finalement, vous pouvez choisir, il faut séparer l'État et la science comme on a séparé l'État et la religion. La science est une forme de superstition comme une autre, vous pouvez croire à l'astrologie, vous pouvez croire à l'astronomie, vous pouvez croire à l'alchimie ou à la chimie, peu importe finalement, voilà. Donc ça, c'est une position très provocante, auquel quelqu'un comme Carl Sagan, un grand matérialiste, répondait, ben chiche, essayez de vivre selon les principes d'un aborigène australien, et vous arriverez à voir si vous arriverez à vivre longtemps, en tout cas en Occident. Mais Sagan se rend pas compte qu'il y a une limite, à mon avis. Je dis dans le livre, je suis pas du tout du côté de Feyerabend, mais c'est vrai que Carl Sagan lui-même, un matérialiste occidental, aurait du mal à vivre dans les tribus d'aborigènes australiens. Donc ça veut dire que des visions du monde alternatives, en gros, le monde moderne dit, nous les occidentaux, on a la seule vision du monde qui fonctionne, parce qu'on fait des centrales nucléaires, on va sur la Lune et on construit des avions. Bon, c'est vrai, les aborigènes australiens ne vont pas sur la Lune, ne construisent pas des avions, ils ne font pas de centrales nucléaires. D'un autre côté, c'est pas évident de vivre comme ils vivent depuis 40 000 ans non plus, vous voyez. Donc voilà, donc c'est un débat. Mais en tout cas, voilà, donc c'est le débat autour du relativisme, voilà. Donc moi je ne suis pas très relativiste et effectivement je suis plutôt du côté de la raison et d'utiliser la science et la raison pour déconstruire le matérialisme, mais par la raison, pas pour déconstruire le matérialisme comme le fait ce philosophe que vous citez en disant que finalement la science n'est qu'une superstition comme une autre, ce que je ne crois pas. Donc vous donnez quand même du crédit à la science, alors. Tout à fait, non seulement je donne du crédit à la science, mais je dis parfois, c'est une image, hein, mais j'aime bien être provocant des fois, hein, ça me joue des tours, mais je veux dire, voilà, regardez, depuis 2 siècles, c'est la science qui dirige notre société, c'est la science qui est à la base de notre vision du monde. Si vous dites c'est scientifique, ça coupe la parole à quelqu'un.
Donc il y a la truc fait le rabbin, c'est de remettre en question la science. On va dire c'est parce que justement on dit mais non c'est une superstition comme une autre. Moi je dis bah ça, je dis au contraire, ok, on va jouer avec vos règles. On va jouer avec vos règles à vous, vous les scientistes, c'est-à-dire les matérialistes utilisant la science. On va utiliser que des choses publiées dans des revues à référer, c'est-à-dire ces fameuses revues officielles que personne ne lit, mais vous savez que même si vous avez 100 millions de personnes sur Terre qui croient à quelque chose, si c'est pas publié dans une revue à référer, ça n'existe pas. Ça n'a pas d'existence légale, même si toute la planète y croit. Vous n'êtes pas dans une revue à référer, vous êtes out of the picture. Vous êtes une fake news. Vous êtes une fake news. Vous êtes une fake science plutôt. Si vous n'êtes pas dans une revue à référer. Alors moi, ma démarche est la suivante. C'est comme au football. Vous savez, au football en Coupe d'Europe, on va jouer sur terrain adverse. Eh bien moi je dis, on va jouer sur terrain adverse. On va prendre uniquement vos règles. On va prendre uniquement votre science. On va prendre uniquement ce que vous reconnaissez comme vrai et on va vous mettre minable. On va vous battre sur votre terrain avec vos règles et vous allez être battus. Voilà tout le sens de ma vie. C'est au contraire de prendre la science au sérieux et d'utiliser la science pour battre les scientistes. C'est ça, si j'ose dire, mon grand projet de vie que je fais depuis 30 ans déjà. Est-ce que la science a une conscience ? Pas directement, on ne peut pas mélanger la science et la morale, c'est une grave erreur. Encore récemment, je reçois des lettres de tas de gens farfelus qui me disent « Ah mais vous parlez pas de morale !» C'est commencer à mélanger la morale avec la science, là aussi vous avez rien compris à la science. Non, la science elle-même n'a pas de conscience, mais par contre, quand vous faites de la science, c'est la phrase de Rabelais que vous alliez me citer, je suppose, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quand vous faites de la science, évidemment, vous devez avoir une conscience. Sinon, vous allez cloner n'importe quoi, vous allez faire n'importe quel poison, etc. Mais la science elle-même n'a pas de conscience. La science elle-même ne peut pas vous dire si c'est bien ou mal. Vous comprenez ? Non, la science n'a pas de conscience par elle-même. Et pourtant, est-ce qu'on peut penser que le transhumanisme, c'est de la science ? Bien sûr que c'est de la science, mais pour moi, le transhumanisme, c'est le dernier avatar du scientisme. Le dernier avatar des gens, justement, que je veux, comme je dis, battre sur leur terrain. Alors, c'est un grand défi, le transhumanisme, pour les gens comme nous. Je pensais à Mario Borga, vous avez interviewé il n'y a pas longtemps. J'ai préfacé son dernier livre. Oui. Justement, sur le saut quantique de la conscience. C'est un livre très important. Il va plus loin que moi. Il utilise beaucoup de choses qui ne sont pas justement dans les revues à référer, contrairement à moi. C'est son choix, je le respecte. Il prend des risques aussi. Mais c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un carrefour. On va être entouré demain de plus en plus de robots qui seront conscients, de robots qui auront la possibilité de faire la conversation avec vous. Mais est-ce que ces robots feront une simulation de la conscience ? J'ai dit qu'ils seront conscients, en fait. Il faut préciser, ils auront l'air d'être conscients. Mais est-ce qu'ils vont vraiment éprouver ? Est-ce qu'ils vont éprouver de la soif quand leur batterie va se vider ? Est-ce qu'ils vont éprouver de la peur quand on va les mettre à la casse ? Voyez-vous ? Si ça, c'est possible pour un robot, alors le transhumanisme a raison et je pense que le mouvement que nous représentons, le mouvement de gens que vous accueillez, Guillemant, Mario Borgard, moi et les autres, et derrière nous, d'une certaine façon, toute la tradition de l'humanité est morte. Elle est fichue. Si c'est vrai, elle est foutue. D'ailleurs, Ray Kurzweil le dit lui-même, il dit « Nous sommes la seule vraie religion. Toutes les religions vous mentent depuis 2500 ans. Mais nous sommes la seule vraie religion. Pourquoi ? Parce que nous, on vous donnera l'immortalité. En vous mettant dans une petite boîte pour vivre éternellement en téléchargeant votre cerveau. » Donc s'il a raison, oui, c'est la fin de tout ce à quoi nous croyons. Donc c'est un vrai moment crucial. C'est la fin du corps, mais c'est la fin du corps, puisque l'immortalité, c'est pas soumis à un corps. Non, bien sûr, mais pour lui, l'immortalité sera une immortalité justement sous forme électronique dans des circuits électroniques. C'est pas vraiment l'immortalité qu'envisage la totalité des traditions humaines, qu'elles soient les grandes religions ou qu'elles soient chamaniques, vous comprenez ? C'est pas vraiment ça. L'immortalité là-dedans, c'est pas vraiment ce qui est envisagé, vous voyez, dans un circuit électronique. C'est ça l'immortalité qu'envisage un Ray Kurzweil. C'est des transhumains qui veulent tuer les humains, c'est-à-dire il y aura des non-humains. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a premièrement, faire vivre éternellement des esprits humains, si les esprits humains, ce que je ne crois absolument pas, ni moi, ni tous les gens, justement, comme Mario Borgard et d'autres, qui pensent qu'il y a dans la conscience, on n'a pas encore parlé, mais justement avec l'espérance d'approche de la mort, etc., on pense qu'il y a dans la conscience quelque chose de beaucoup plus vaste.
hein, que simplement des sécrétions neuronales et des interactions neuronales. Donc si on a raison, on ne pourra pas mettre ce quelque chose logiquement dans un circuit électronique et vivre éternellement comme le présente Kurzweil. Donc le transhumanisme, c'est deux choses. C'est d'un côté préserver l'homme en le download, en téléchargeant son esprit dans une machine, et deuxièmement, bâtir des machines intelligentes qui seraient l'équivalent de nous, puisque nous serions nous-mêmes des machines. Vous voyez, c'est ça l'idée transhumaniste. Des intelligences artificielles qui risqueraient de, elles, nous détrôner. C'est ce que j'explique dans mes livres, et dans Explorateur de l'invisible comme dans Les clés du futur. C'est ce que j'appelle le test de Milhouse de l'espace. Je reconnaîtrai qu'un robot mérite un passeport ou une carte d'identité seulement le jour où cette intelligence artificielle me tuera pour sauver sa peau. C'est-à-dire que dans 2001 Odyssée de l'espace, rappelez-vous, l'ordinateur tue tous les astronautes de la mission alors qu'il est là pour protéger leur vie. Et pourquoi il les tue? Parce qu'il ne veut pas être débranché. Dans son esprit, être débranché, c'est être tué. Donc, il tue tout le monde pour sauver sa peau. Si un ordinateur peut faire ça, alors je le reconnaîtrais, alors qu'il est programmé pour faire l'inverse évidemment, je le reconnaîtrais d'être à l'équivalent d'un être humain. Et dans ce cas, je pense que l'avenir de l'humanité est assez noir. Mais j'y crois pas. Mais ils sont en train de donner des droits, ils sont en train de créer des droits pour les robots. On en est loin, il y a des gens qui militent pour faire des droits pour les robots, mais effectivement, ce droit pour le robot ne sera justifiable, à mon avis, que si le robot est capable d'avoir justement une volonté de survie, comme je viens de vous l'expliquer, même contre sa propre programmation. Par exemple, dans le cas de 2001. Si par contre c'est des robots comme dans des films comme Interstellar, vous avez peut-être vu aussi, on lui dit saute dans un trou noir, il saute dans un trou noir parce qu'il n'a pas de personnalité. Il simule une personnalité, mais il ne l'éprouve pas. Il faut comprendre la différence fondamentale entre être quelque chose et simuler quelque chose. Eh bien, ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas la réponse. Donc, les gens spiritualistes comme Mario Burgard, moi ou d'autres, on pense que les robots n'auront jamais ce type-là d'équivalent, si vous voulez, de la nature de l'être humain. Mais on peut se tromper. Et donc, cette réponse, elle sera donnée au XXIe siècle, ce sera pragmatique. On aura au XXIe siècle la réponse à cette question, est-ce qu'il y aura des robots qui seront l'équivalent d'un être humain réel ou pas? Et moi je pense que non, mais encore une fois, affaire à suivre. Il y avait un autre Beauregard qui s'appelait pas Mario, mais qui était... Et oui, j'ai bien connu, Olivier Costa de Beauregard. Ouais. Il n'a pas de lien avec Mario Beauregard. C'était un physicien quantique qui avait une autre interprétation de la physique quantique, justement que celle de D'Espagna. Lui, il pensait que la conscience pouvait agir en fait à rebours dans le temps. C'est un peu des choses qui sont liées peut-être avec Philippe Guillemont, même si Philippe Guillemont n'a pas la même tout à fait interprétation que Costa de Beauregard. Oui, c'est ça, des choses comme ça. Donc c'était aussi quelqu'un qui était un de ces physiciens quantiques spiritualistes qui a beaucoup développé, donc aussi beaucoup fait pour justement développer une vision de la physique quantique non matérialiste. Mais je partageais moins ces idées, mais elles étaient intéressantes et il les décrivait en disant, en fait, c'est comme deux branches d'un même fleuve. Vous avez par exemple un fleuve et son affluent. Donc ils se rencontrent à la confluence des deux. Et puis les deux après font un long parcours avant de se rencontrer dans le désert. Et si vous trouvez une civilisation d'un côté et une civilisation de l'autre identiques le long des branches du fleuve et de son affluent, eh ben, c'est évidemment logique de penser que la civilisation a descendu le fleuve, puis a remonté l'affluent pour porter les connaissances de la civilisation à tous les peuples le long du fleuve, plutôt que de penser qu'une caravane a traversé un grand désert aride entre le fleuve et son affluent pour venir civiliser les gens. Et pour lui, le parcours en fait des deux fleuves, ça représente un parcours dans le temps pour les deux particules. On n'a pas encore parlé de ce fameux mystère, ce paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, les deux particules qui sont reliées justement au-delà de l'espace et du temps. Et donc ces deux particules partent d'un endroit commun, ici le confluent, entre le fleuve et son affluent, et ces deux particules en fait, elles sont telles que tout ce qui se passe à l'une agit sur l'autre. Donc la vision d'Espagna et de moi, c'est il y a un lien au-delà de l'espace et du temps qui relie les deux particules via un autre univers, un autre niveau de réalité. C'est même plus qu'un univers, c'est un niveau de réalité qui fait que les deux particules qui sont spatialement séparées dans notre monde, eh bien elles sont reliées au-delà de l'espace et du temps. C'est un argument très fort pour dire, comme je le disais en commençant, que la réalité n'est pas dans l'espace-temps. D'accord ? Bon.
Ça, c'est la vision d'Espagna. Mais Beauregard disait pas du tout. Costa de Beauregard disait, en fait, la première particule qui est mesurée informe dans le passé la seconde particule avant qu'elle se sépare. Et l'autre particule, quand elle fait son chemin sur l'autre affluent du fleuve, elle est porteuse de l'information qu'elle a acquise grâce à une connexion à rebours dans le temps. Voilà. Donc c'est une autre façon d'expliquer que le temps n'existe pas. Que le temps n'existe pas. Dans les deux cas, le temps n'existe pas. Dans les deux cas, mais c'est une autre façon d'expliquer. Voilà pour Costa de Beauregard, pour faire simple avec ses idées. Dans votre livre, vous partez aussi du commencement. Au commencement était le Big Bang. Il y en a un qui est mort pour cela. Il s'appelle Matvey Bronstein, oui. Élève de Friedman, mort à 36 ans. Racontez-nous son histoire quand même. Oui. Ben, c'est une histoire en fait qui est très bien racontée également dans 3 minutes pour comprendre le Big Bang par les frères Bogdanov, je tiens à le préciser, parce que c'est eux qui m'ont, je connaissais évidemment bien sûr très bien Friedman et l'histoire de certains de ses élèves qui étaient extraordinaires, comme George Gamow par exemple, qui était le plus brillant élève de Friedman, qui est un Russe qui a tenté de s'évader de Russie en traversant en canoë-kayak avec sa femme la mer du Nord, l'océan Arctique. Il n'a pas réussi, une histoire de fou. Il a réussi à s'en sortir. Malheureusement, un autre élève de Friedman qui lui n'a pas réussi à échapper à l'URSS, Matvey Bronstein dont vous parlez, eh bien a effectivement été fusillé parce que, et c'est intéressant, aussi bien Mao, et oui, Mao, qui pourtant n'était pas du tout un spécialiste de physique, aussi bien Mao que les communistes russes avaient le Big Bang en horreur, parce que ça donnait une vision justement judéo-chrétienne de l'origine de l'univers. Et donc il fallait absolument que l'univers soit infini dans le temps. Et donc l'idée d'un commencement de l'univers, et c'est intéressant parce que c'est là où on voit, je pense, le lien entre des théories scientifiques. J'ai dit que la science n'a pas de conscience, mais les théories scientifiques ont des implications philosophiques et sociales. Ce sont les implications des théories scientifiques. Mais la science elle-même, elle est neutre. Mais par contre, ces implications ne sont pas philosophiques. Et donc, effectivement, le NKVD et donc les services secrets russes ont persécuté plusieurs des élèves donc du fondateur du Big Bang, le russe Alexander Friedman, et certains d'eux, donc un d'eux au moins a été fusillé, d'autres ont été emprisonnés en camp de concentration pour avoir simplement soutenu l'idée au début à l'univers. Quand l'hypothèse d'un créateur entre dans le champ de la conscience, on parle justement... De la science, science. De la science, oui. Trinh-Xuan Tuan. Oui. Mon ami Trinh-Xuan Tuan, justement, le dit bien. La mélodie secrète. Avec, voilà, l'auteur de la mélodie secrète et du chaos et l'harmonie. Et l'idée générale, si vous voulez, c'est que la science classique, comme celle, par exemple, Jacques Monod le disait, le prix Nobel qui avait écrit Le hasard à la nécessité, il expliquait bien, Monod, que la science ne peut pas se poser des questions de sens, des questions de finalité. Eh bien si, même si la science n'a pas de conscience ou de morale, elle peut néanmoins se poser des questions. Et donc l'idée d'un créateur, eh bien, elle redevient une hypothèse scientifique, non pas évidemment une preuve, mais une hypothèse. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que l'univers, en fait, est réglé de façon extrêmement précise. Que vous changez la vitesse de la lumière, vous changez la constante de gravitation, vous changez la vitesse d'expansion, et l'univers s'effondre sur lui-même. Et donc, à partir de cela, vous pouvez faire des milliers d'univers, et tous avec des valeurs de constantes différentes, et vous verrez qu'ils vont tous se casser la figure. Il n'y en a qu'un seul qui marche, et c'est le nôtre. Donc, ce que disent Tuan et d'autres astrophysiciens, on appelle ça le principe anthropique de anthropos l'homme, c'est que, en fait, si vous prenez, vous pouvez avoir, par hasard, un univers qui a les bonnes constantes, si vous avez une infinité d'univers parallèles, tous déconnectés les uns des autres, et tous avec des constantes différentes. Si par contre, il n'y a qu'un seul univers, son réglage est de 1 sur 10 puissance 60. Ça correspond, calcul Tuan, à la probabilité de toucher une cible de 1 cm carré, située à l'autre bout de l'univers, en tirant au hasard une seule flèche, sans savoir où est la cible. La cible peut être là-bas, mais elle peut aussi être là-bas, elle peut aussi être là-bas. Vous avez une chance sur 10 puissance 60 de toucher la cible. Eh bien, c'est la même probabilité que celle d'avoir notre univers, s'il n'y en a qu'un. Donc, dit Tuan, dans ce cas-là, il faut postuler un principe créateur. Et c'est là où vous voyez revenir, donc, vous pouvez aussi choisir l'infinité univers parallèle sans principe créateur. Mais vous voyez revenir à la notion de principe créateur au cœur même de la science, voyez-vous. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de noter avec Tuan,
c'est que le rasoir d'Occam, c'est un principe de Guillaume d'Occam du Moyen-Âge qui veut dire qu'on ne rajoute pas d'hypothèses inutiles. C'était un moine. Voilà, c'était un moine franciscain qui a servi d'inspiration à Guillaume de Baskerville dans Le nom de la rose d'Umberto Eco. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais bon, voilà l'histoire, c'est que, avant, on disait aux croyants, Dieu, c'est une hypothèse inutile. On utilise le rasoir d'Occam pour l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on dit Dieu a fait la peste noire. Mais non, ce sont des bactéries. Dieu fait la foudre. Mais non, c'est l'électromagnétisme. Donc vous voyez, Dieu était une hypothèse inutile pendant des siècles. On a enlevé au fur des progrès de la science. Et bien maintenant, c'est les athées qui sont obligés de mettre des milliards d'univers en plus, hypothèse inutile a priori, pour se débarrasser d'un créateur. Est-ce que c'est pas plus simple de choisir l'existence d'un principe créateur et d'un seul univers? Donc c'est un retour un peu du rasoir d'Occam du côté des croyants, c'est amusant. Alors quand Trinh Xuan est venu à l'émission d'Apostrophe, il a été contre-attaqué par Jean-Pierre Changeux. Oui, c'est un grand souvenir. Ce qui est amusant dans votre livre, c'est qu'il y a tout ça. Il y a non seulement les théories de tous ces personnages importants, mais aussi votre rencontre avec eux. Oui, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai été depuis 30... Je me rappelle cette phrase de Louis Pauwels dans un livre controversé, Le Matin des magiciens. Il a dit « Si je devais refaire ma vie, je ne serais pas journaliste et écrivain. Je me ferais physicien, théoricien pour vivre au cœur de l'aventure véritable. » Eh bien moi, à mon petit niveau, depuis 30 ans, et je l'explique dans ce livre, j'ai eu la chance de vivre au cœur de l'aventure véritable. J'ai croisé tous ces scientifiques, j'ai visité ces grandes cathédrales des temps modernes que sont les universités de Berkeley, de Stanford, de Harvard, du MIT, de Princeton. Même le Vatican. Et encore plus le Vatican, où j'ai fait organiser et participer à diverses conférences et à l'Académie pontificale des sciences, etc., etc. Donc j'ai été vraiment au cœur de cela et donc j'ai effectivement beaucoup d'anecdotes à raconter, pas seulement effectivement celle de Thuan à Apostrophe, mais vous parlez du Vatican, j'ai été dans les jardins du Vatican avec Gilles Tarter. Et je dis, c'est l'endroit le plus improbable pour rencontrer Gilles Tarter, car Gilles Tarter est une des femmes les plus athées de la planète. Et sa vie a été magnifiquement interprétée au cinéma par Jodie Foster dans le film Contact. C'est le projet SETI, c'est ça? C'est le projet de recherche de signaux extraterrestres, le projet SETI de Gilles Tarter. Eh bien, dans les jardins du Vatican, je me suis retrouvé à discuter avec elle parce que le Vatican était quand même très inquiet de savoir est-ce qu'on allait trouver des signaux d'origine extraterrestre, voyez-vous. Alors, des discussions avec des gens comme ça dans des endroits aussi improbables. J'ai été dans l'accélérateur de particules linéaires de Stanford avec le prix Nobel Martin Pearl. J'ai eu des discussions privées avec tous ces gens-là. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de vivre au cœur de l'aventure véritable. Alors c'est trop tôt, je suis encore beaucoup trop jeune pour faire mes mémoires, mais c'est aussi un peu de ces contacts, de cette parcelle des savoirs que j'ai recueillis, que j'ai mis dans mon livre Explorateur de l'invisible. On peut parler du paradoxe de Fermi qui est dans votre livre aussi. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire-là, c'est sur la sortie du nucléaire. Sur le paradoxe de Fermi, s'il y a des extraterrestres ou pas. Bien sûr, c'est une grande question. Alors, j'ai des amis qui, pour eux, résolvent le paradoxe de Fermi en disant, mais les extraterrestres sont là, donc faut pas se poser la question pourquoi ils ne sont pas là, ils sont là. Alors, évidemment, c'est une réponse possible. Le paradoxe de Fermi est un paradoxe qui a été, il faut savoir qu'Enrico Fermi est l'homme qui a fait la première centrale nucléaire. Donc, il a pavé la voie pour la bombe atomique à Chicago dans les années 42-43, donc 2 ans avant que la bombe explose. Et Fermi a posé cette question qui peut paraître banale ou étrange, pourquoi les extraterrestres ne sont-ils pas autour de la Terre? Parce que s'il y a eu des civilisations extraterrestres avant nous sur d'autres planètes, ce qui est très probable, on découvre aujourd'hui, on ne savait pas à l'époque de Fermi, mais on s'en doutait, on découvre des milliers de planètes extrasolaires. Supposez que sur ces planètes, il y a des êtres vivants comme nous et intelligents qui existaient ne serait-ce que 500 millions d'années avant nous. S'ils ont progressé depuis 500 millions d'années, au même rythme où nous progressons nous actuellement, eh ben ils sont dans toute la galaxie. Autour de chaque étoile, il doit y avoir une sonde spatiale ou des vaisseaux de repérage de ces fameux extraterrestres. Sauf qu'a priori, ils ne sont pas là. L'espace devrait grouiller de vaisseaux extraterrestres, de sondes envoyées par toutes ces planètes qui nous précèdent depuis des millions d'années, vous comprenez? Oui, sauf s'ils sont devenus transhumanistes et qu'ils se sont des pures consciences qui n'ont plus besoin de matérialité. Exactement. Et bien vous savez quoi? C'est une des réponses au paradoxe de Fermi. Il y a plusieurs réponses au paradoxe de Fermi. Ce sont devenus des pures consciences et ils ont disparu. Et ils se sont détruits. Après tout, c'est l'histoire des 2001 Odyssée de l'espace. Les peuples qui ont créé les monolithes noirs dans 2001, ils ont disparu.
Ils sont passés à un autre niveau de conscience, voyez-vous. Ils sont plus dans le même niveau de réalité. Donc, autre hypothèse, ces civilisations se sont autodétruites. Et c'est l'hypothèse sans doute la plus crédible. Je raconte dans le livre comment Hubert Reeves m'a dit un jour, avec des trémolos dans la voix, la complexité est-elle viable? Et peut-être qu'elle n'est pas viable. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la destinée de l'espèce humaine est de s'autodétruire avant que nous partions à la conquête de l'univers. Voilà le paradoxe de Fermi et sa grande importance. Oui, mais vous dites juste après ce que vous a dit Hubert Reeves que détecter une forme de vie extraterrestre intelligente serait d'une certaine façon affirmer l'existence d'un espoir pour notre propre civilisation d'échapper à l'autodestruction. Bien sûr, le problème c'est qu'on n'a pas encore détecté. Vous en êtes sûr? Ah oui, bah, j'en suis sûr, je veux dire, évidemment. J'ai des amis qui, comme je le disais à l'instant, pensent le contraire. Je pense à un certain Daniel Robin, qui est mais pas le seul, même Jocelyn Morrison, par exemple, qui est un type que je respecte, et je connais mieux que Daniel Robin, pense effectivement que d'autres astrophysiciens comme Morvan Salès, tous ces gens-là pensent que les extraterrestres nous ont déjà visités. Le petit problème, c'est que si c'était vrai, je ne vois pas pourquoi, ou ça me paraît improbable, c'est tout ou rien. C'est où il y a beaucoup de races d'extraterrestres, et dans ce cas, il y en a forcément une qui serait méchante, qui aurait déjà débarqué avec des lasers pour nous anéantir, il y en aurait une qui aurait laissé des traces, et d'autres qui auraient respecté ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo. Ouais, c'est une hypothèse aussi assez crédible. L'hypothèse du zoo, c'est de dire, ouais, les extraterrestres sont là, mais autour du système solaire, il y a marqué, ne dérangez pas les animaux, ne les nourrissez pas. Mais c'est ce qui se passe. C'est l'hypothèse du zoo. C'est un peu ce qui se passe, regardez ce qui se passe. On ne peut pas dire que l'humanité va vers quelque chose de... Elle est en train de se détruire. Bah, oui. Tout est cassé, la nature... Alors, ça c'est autre chose. L'hypothèse du zoo, ce serait au contraire... Dans ce que vous dites, c'est pas cohérent, parce que l'hypothèse du zoo, ce serait que si on voit que les lions sont en train de se bouffer entre eux, on intervient et on arrête que les lions se bouffent entre eux. Donc s'il y avait des extraterrestres dans l'hypothèse du zoo qui nous observent, et si vous pensez, comme certains gens pensent qu'on peut penser qu'on va vers l'autodestruction, bah, ils devraient apparaître instantanément pour dire, attendez les mecs, arrêtez vos conneries. Et oui, c'est un peu le jour où le monde s'arrêta. Vous savez, il y a un film de science-fiction qui raconte ça. Bah, justement, ils le font pas. Donc c'est une raison supplémentaire pour penser que les extraterrestres ne sont pas là. Le contraire de l'hypothèse du zoo. Non, mais le contraire, c'est que les extraterrestres débarquent comme dans le jour où la Terre s'arrêta, pour dire aux humains, vous déconnez. Mais justement, ils ne le font pas. Mais non, mais ils peuvent très bien nous laisser nous autodétruire entre nous, hein, c'est-à-dire par la faim, par la famine, par ces problèmes économiques, écologiques, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de faire table rase. Oui, mais je pense pas que de toute façon, si les extraterrestres existent et voulaient notre disparition, soyons logiques, ils pourraient le faire depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils pourraient, s'ils existent et qu'ils sont là, ils auraient le moyen de s'anéantir depuis longtemps. La chose la plus logique de penser, c'est qu'ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que j'explique. S'il y a des extraterrestres, il n'y en a pas un, il y en a 10, il y en a 20, il y en a 30. Pourquoi? Peut-être vous en êtes un, vous. Non, malheureusement, j'aimerais bien. Mais le problème sur les extraterrestres, c'est que si la complexité est viable, elle est viable non pas pour une seule planète, mais pour beaucoup. Dans ce cas-là, beaucoup de planètes peuvent avoir créé des sondes. Je n'ai pas expliqué ça, mais on appelle ça des machines de Van Neumann. C'est des automates autoréplicateurs qui vont vers une autre étoile, qui utilisent les métaux et les gaz qu'ils trouvent autour de cette étoile pour se dupliquer et envoyer une mission sur une autre étoile et ainsi de suite. Et de proche en proche, de saut d'étoile en saut d'étoile, ils couvrent toute la galaxie. Donc autour de notre étoile, il devrait y avoir le vaisseau de la civilisation Y, le vaisseau de la civilisation Z, le vaisseau de la civilisation lambda, et puis il devrait y avoir une flopée. Et ça m'étonnerait qu'il n'y en ait qu'un seul et qu'en plus il se cache. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est très peu probable, et que donc malheureusement la conclusion la plus logique au paradoxe de Fermi, c'est que la complexité n'est pas viable, et que quand vous avez atteint le niveau de civilisation maîtrisant l'énergie nucléaire, votre durée de vie, elle dépend de vous, elle peut être de simplement 20 ans, car on aurait pu s'anéantir en 1963, au moment de la crise du Sud de Cuba. On peut le faire maintenant, dans 100 ans ou dans 1000 ans, mais le paradoxe de Fermi nous dirait, il est certain qu'on va s'autodétruire avant de partir à la conquête de l'univers, parce que les autres qui ne sont pas là, se sont aussi autodétruits avant de partir à la conquête du même univers. Voilà l'idée générale du paradoxe de Fermi. Bien sûr, si on croit que les extraterrestres sont autour de notre planète, le paradoxe de Fermi ne tient plus la route, et auquel cas, ça devient très intéressant, parce que ça veut dire que la complexité est viable. Mais pour ça, il faudra qu'on me présente un extraterrestre en chair et en os. Tant qu'on ne me l'aura pas présenté, je n'y croirai absolument pas.
sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Alors, pour résumer ce premier chapitre là dont on a parlé, Sur l'univers, oui. vous avez la métaphore du peloton d'exécution. Ah oui, mais ça, en fait, c'est une façon dérivative de parler du principe anthropique dont on a déjà parlé. C'est-à-dire, vous savez, que si vous êtes devant un peloton d'exécution et que tous les tireurs ratent leur cible, la première façon de réagir, c'est de vous dire que c'est un hasard incroyable, un coup de bol miraculeux, qu'il y en avait un qui avait trop bu, un qui a été piqué par un moustique au moment de tirer, un qui a eu pitié de vous, et ainsi de suite. Puis après, vous dites, c'est pas possible, c'est pas logique, ça doit être que la résistance, en fait, a soudoyé tous les tireurs pour tirer à côté. Donc, la même idée que celle d'un principe créateur qui a fait que toutes les constantes fondamentales de l'univers aient les bonnes constantes, face à l'idée que toutes les constantes fondamentales de l'univers ont été par hasard réglées pour que la vie apparaisse. Donc c'est cette histoire de principe anthropique dont on a parlé tout à l'heure que j'explique par cette métaphore du peloton d'exécution. D'accord, donc si on en revient à la question de juste avant, avec les extraterrestres et l'autodestruction de toutes les planètes qui auraient une technologie nucléaire avancée, par rapport à ce peloton d'exécution, il y aura toujours un principe créateur qui fera que ça ira autre part. C'est-à-dire que le principe créateur dans l'histoire du peloton d'exécution, le principe créateur, il crée les conditions pour que la vie et la conscience se développent sur des tas de planètes différentes à partir du moment justement où il y a des conditions de température, de pression atmosphérique, etc. Dans ce cas-là, je pense qu'effectivement les forces, pas seulement de l'astrophysique, mais c'est dans mon livre, on n'a pas encore parlé du vivant, les forces de la vie vivante conspirent pour que la complexité se développe, voyez-vous. Et dans ce cas-là, eh bien, le nucléaire agirait un peu comme, vous savez, la mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes les civilisations, les planètes seraient un peu comme des êtres vivants. Ils se développeraient, puis ils mourraient. Ils se développeraient, puis ils mourraient, avant d'avoir pu partir à la conquête de l'univers. Ce serait un peu un système de sécurité que Dieu aurait mis en place pour empêcher une espèce de dominer toute la galaxie. J'imagine ça comme ça, mais bon, c'est une hypothèse, évidemment. Je ne vais pas me mettre à la place de Dieu, mais une hypothèse qui me paraît intéressante. Le nucléaire serait en fait un principe de mort, un principe de sénescence, un principe d'autodestruction porté dans l'univers pour être sûr qu'une civilisation extraterrestre n'arrivera pas à un niveau où elle pourra justement conquérir la galaxie et empêcher d'autres civilisations de se développer. Mais donc, cette destruction par l'atome ne détruira pas l'esprit ? Non, mais elle détruira les porteurs de l'esprit dans notre monde. C'est ce que j'appelle, moi, quel est le sens de la vie, finalement, quand on réfléchit. Moi, j'ai rencontré un jour le fondateur du Jour de la Terre. C'était en 96 à Budapest. Et je lui ai dit, mais dans 4 milliards d'années, ici sur Terre, il n'y aura plus un être vivant, il n'y aura plus un brin d'herbe, il n'y aura plus une bactérie. Peut-être même avant 4 milliards d'années, il régnera 350 degrés et il y aura de la lave incandescente partout. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre le fait que toute vie disparaisse maintenant, juste maintenant, ou dans 4 milliards. Voilà. Et il n'a pas su me répondre, le fondateur du Jour de la Terre. Vous avez et une moi, réponse? je lui ai dit, oui, il m'a dit, et quelle est votre réponse? Je dis, moi j'ai une réponse, mais je vous préviens, moi je suis chrétien. Et ma réponse est la suivante. La Terre, c'est un lieu où des chenilles peuvent devenir des papillons, c'est-à-dire où des âmes peuvent s'élever vers Dieu, peuvent justement transcender la matière, arrêter de se réincarner et aller dans le monde divin. Ok? Donc ça, c'est le but, en quelque sorte, de pourquoi le monde existe. Et pourquoi il faut préserver la planète? Eh bien, parce que chaque chenille qui devient un papillon, une âme qui s'élève, élève le monde, disait Sainte Thérèse de Lisieux, eh bien, chaque justement, chenille devient un papillon, c'est bon pour tout l'univers. Et voilà pourquoi il faut préserver la Terre, pour que la Terre dure longtemps, pour que beaucoup d'êtres humains peuvent prendre librement leur essor vers le ciel, c'est-à-dire faire justement que leur âme sorte de la matière. Donc effectivement, l'atome ne va pas tuer l'esprit, mais il va empêcher, si on détruit ce monde, il va empêcher d'autres chenilles de devenir des papillons. On n'aura vraiment pas le temps de voir tout le livre. Il y a tout un passage sur la séparation de l'évolution et du darwinisme, et aussi c'est la troisième école, le structuralisme. Vous pouvez peut-être en dire 2 mots? Oui, enfin, ce que je veux dire surtout, c'est que, pour aller très vite, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est que la vision de la vie que nous avons actuellement est une vision très réductionniste, qui n'est pas justement celle d'un nouveau paradigme. Les physiciens quantiques disent aux biologistes, attendez les gars, vous raisonnez encore avec des idées classiques dont nous savons dans notre domaine qu'elles sont dépassées.
Et donc c'est pour ça qu'il faut aller à la recherche de visions de la vie plus holistiques. Et donc le structuralisme, c'est justement cette idée qu'en fait, les structures vivantes ne sont pas issues simplement de phénomènes aléatoires. Il y a des phénomènes aléatoires, évidemment, il y en a plein dans la nature, mais au-delà des phénomènes aléatoires, eh bien, regardez les cristaux de neige. Tous les cristaux de neige, par exemple, vous pouvez trouver en 6 branches, malgré qu'ils ont des formes très très différentes. Ils ont des formes extérieures différentes, mais ils ont une structure identique. Et ben, la même idée, si vous voulez, la forme félin, qui regroupe aussi bien le chat que le lion, le tigre, la panthère, la forme canidée, qui regroupe des êtres aussi différents que le bulldog, le caniche, le loup, le renard et la hyène. Ces formes-là seraient un peu inscrites dans les lois de la nature, comme la forme des cristaux de neige, et donc ces formes se réapparaîtraient sur différentes planètes, partout où il y aurait les conditions suffisantes pour leur apparition. J'avais dans le film Avatar, par exemple, fait un débat à l'époque dans Le Monde avec des scientifiques darwiniens qui disaient mais sur Avatar c'est pas sérieux, ils sont bleus, certes c'est extraterrestre, mais ils ont des bras, des jambes, des oreilles, etc. C'est pas possible. Et j'ai dit mais si, au contraire, c'est justement une vision très novatrice de la vie dans l'univers, que la vie justement se répète sur des structures communes. C'est ça l'idée du structuralisme. Justement, puisqu'on parle d'Avatar, il y avait Anne d'Ambricourt. Enfin, il y avait Jacques Pradel qui avait fait une autopsie des extraterrestres. Oui, bien sûr. Elle n'était pas du tout d'accord sur le fait que ce soit des extraterrestres à cause d'une histoire d'oreille. Oui, c'est exactement l'illustration de ce que je disais. Vous faites bien de mentionner ça. Vous savez que Jacques Pradel, c'est pour ça que je dis que je ne croirai à un extraterrestre que quand on m'en présentera un. Jacques Pradel avait présenté à grand fracas ce film de dissection d'un extraterrestre, dont on sait maintenant exactement comment il a été fabriqué dans les moindres détails, avec toutes les confessions du réalisateur et toute l'équipe qui ont fait ce faux. Et Anne avait prévenu Jacques Pradel en disant, d'après ma théorie, Anne a une théorie structuraliste, donc c'est trop compliqué à expliquer ici, mais qui montre, si vous voulez, que l'évolution humaine a une logique interne, une logique intérieure, et que donc ça c'est pas uniquement du hasard. Et elle avait dit à Jacques Pradel, il y a une logique dans l'évolution des êtres qui amène à l'être humain. Et bien, si vous trouvez un être humanoïde qui ressemble à un être humain, sur une autre planète, il y a la même logique. Les mêmes lois doivent s'appliquer. C'est ça le structuralisme. Et il se trouve que cet être avait ses oreilles sous la mâchoire, sous la ligne qui passe par la mâchoire. Les oreilles étaient en dessous. Et elle a dit ça, c'est pas possible parce qu'il y a une logique de construction. En triangle. Voilà, il y a une certaine logique de construction du crâne. Et donc, si on trouve, alors, si c'était un extraterrestre de forme complètement différente, il n'y aurait rien à dire. Mais si c'est un extraterrestre qui a une forme identique à nous, il doit avoir la même logique de construction. Donc, c'est un faux. Donc elle a été bien embêtée quand même, Anne d'Ambricourt. Hein. Oui, c'est un exemple, j'explique ça aussi dans le livre, que aujourd'hui, si vous voulez, dans les sciences de la physique, des mathématiques et de l'astrophysique, les idées nouvelles dont nous parlons ici sont largement majoritaires. Je peux vous présenter des dizaines de scientifiques qui les partagent dans le monde. Par contre, les idées d'un nouveau paradigme, justement, d'une évolution du vivant qui serait structurée et pas uniquement au hasard, qui serait porteuse de sens, comme le pensait le grand jésuite Pierre-Thiers de Chardin, par exemple, un précurseur. Il faut savoir qu'Anne d'Ambricourt a été secrétaire général de la Fondation Teilhard. Et mon maître Henri de Lumley aussi a été président de la Fondation Teilhard, oui. Donc je reviens à Anne d'Ambricourt, effectivement, le problème c'est que les idées dans le vivant et dans la conscience, regardez justement les transhumanistes, à quel point il s'agit de matérialistes, voyez-vous. Eh bien ces idées-là, elles sont minoritaires, les idées dont nous parlons aujourd'hui, dans les sciences de la matière et dans les sciences de la vie et de la conscience. Et pourquoi ? Parce qu'il y a, ça c'est, je dois être un des seuls à le dire, il y a ce que j'appelle la théorie du décalage. Il y a un décalage. C'est-à-dire qu'il y a un siècle de retard entre les progrès, ça faut bien comprendre, dans les sciences de la matière et de l'univers qui vont plus vite, que dans les sciences du vivant et de la conscience qui nécessitent plus de technologie, qui nécessitent d'avoir affaire à des êtres plus complexes. Regardez Newton. À l'époque, il était capable de prédire le retour d'une comète. Et bien, vous savez quoi ? Les médecins de son époque, c'était les médecins de Molière qui ne savaient même pas que le sang circulait, comment le sang circulait dans le corps humain et à quoi servait le cœur. Oui, vous parlez de la femme de Louis XIV. Qui est morte d'une simple infection que les médecins ne savaient pas soigner. Ils auraient suffi d'inciser un abcès de pus. Voilà, donc, ce retard, il est là aujourd'hui.
Donc moi, un des grands trucs dont je suis très fier, c'est que j'ai prédit il y a longtemps que l'espérance, alors que Laurent Alexandre dit on va vivre 1000 ans, moi j'ai prédit que l'espérance de vie allait baisser dans les grands pays occidentaux. Et c'est vrai depuis 2 ans. Elle a baissé 2 ans de suite aux États-Unis et elle a baissé en France. Et pourquoi elle baisse? Parce qu'on ne sait pas guérir le cancer. Le jour où on saura guérir le cancer, l'espérance de vie va remonter. Mais aujourd'hui, on ne sait pas guérir le cancer. Aujourd'hui, on fait la même chose que dans la Deuxième Guerre mondiale. On tue 200 000 cellules saines pour tuer une cellule cancéreuse, comme quand on tuait 200 000 personnes pour détruire une ville ou une gare. Donc le jour où on saura réellement guérir le cancer, on pourra reparler déjà de la première étape du transhumanisme, qui est le transhumanisme biologique. Sans parler du transhumanisme ultime de Ray Kurzweil, qui veut mettre, non pas génétique, mais qui veut mettre notre espérance d'une machine. Donc aujourd'hui, en fait, on vous raconte des blagues. On ne sait pas du tout ce qu'est le vivant. On est au même état que le Baron Rouge quand il faisait un triplan. Il mettait une aile, il mettait 2 ailes, il mettait 3 ailes, il mettait un moteur à l'avant, il mettait un moteur à l'arrière, et on bricolait comme ça. Aujourd'hui, quand un Airbus décolle, on sait à la seconde près tout ce qui va se passer. Et ben voilà, dans le vivant, on est à un siècle de retard. Voilà pourquoi les idées aujourd'hui du vivant ne correspondent pas à ces nouveaux paradigmes, et voilà pourquoi les gens comme Anne d'Ambricourt et moi-même, qui sommes des gens novateurs dans le domaine du vivant, ont eu de la conscience, on se fait évidemment beaucoup attaquer. Alors, vous avez rencontré aussi Rémi Chauvin à la suite de la lecture de votre manuscrit qui s'appelait Enquête sur la nature même de notre monde. Parlez-nous un peu de la foi de Chauvin, parce que quand même c'était un personnage aussi. Alors, Chauvin était un personnage extraordinaire, un espèce de géo trouve tout, de professeur tournesol de la science, avec une grande spécialité bien sûr sur les insectes, un grand intérêt pour la parapsychologie, une vision totalement non darwinienne de l'évolution, je dirais très néo-théardienne justement, où il y avait vraiment une espèce de conscience qui poussait à se réaliser. Maintenant sur Dieu, il était de culture chrétienne, mais il avait des visions assez, dans ses livres, quand il dit Dieu des étoiles, Dieu des fourmis, moi je dirais qu'il a une vision assez, pas panthéiste, mais enfin, assez déiste. Il n'y avait pas, voilà, ce Dieu, c'est un truc un peu mystérieux qui est derrière tout ça et qui cherche à se faire se réaliser la conscience. Mais c'est pas vraiment le point dont j'ai le plus parlé avec lui de Dieu. J'ai surtout parlé avec lui de cette conscience et de ce qu'il cherche à se réaliser dans la nature et l'évolution de la vie. Alors on n'a vraiment pas traité tout le livre, hein, ça serait trop difficile parce qu'il y a plein de chapitres. Un chapitre sur la conscience, un chapitre sur les mathématiques. Oui, je parle aussi beaucoup de conscience et de mathématiques dans mon livre, et les deux sont liés selon moi. Alors, justement pour la conscience, vous vous demandez est-ce que notre cerveau est un iPod ou une radio, c'est intéressant. Hein. C'est la grande question que je disais tout à l'heure par rapport au transhumanisme. Si notre cerveau crée la conscience, eh bien dans ce cas-là, on pourra sans doute créer de la conscience identique dans des ordinateurs, dans des machines d'intelligence artificielle, et on pourra aussi nous mettre, nous, dans des machines. Si par contre le cerveau reçoit et transforme la conscience, et que la conscience est quelque chose d'universel, comme l'énergie et la matière, ce sera plus difficile. Voilà. Oui, parce que la radio, une fois qu'on la coupe, c'est pas pour autant qu'elle n'émet pas. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez changer les composants de la radio et le son se déforme ou disparaît. Ça ne veut pas dire que la radio crée le son. De même, comme je vous le dis, vous pouvez taper sur la tête de quelqu'un ou faire des lésions à son cerveau. Ça va effectivement déformer la conscience. C'est pas pour autant que la conscience est créée automatiquement par le cerveau. En tout cas, c'est pas un argument décisif. Alors, en quoi les mathématiques dans votre livre peuvent être intéressantes, puisque c'est quand même un sujet rébarbatif. Oui, je comprends tout à fait cette question. Et justement, la question que l'on vient de discuter, c'est est-ce que le cerveau est un iPod ou une radio ? Oui. Eh bien, les mathématiques sont peut-être un des seuls arguments rationnels pour dire que l'esprit humain est capable de percevoir des informations dans un autre niveau de réalité. Et s'il est capable de percevoir des informations dans un autre niveau de réalité, eh bien, peut-être que dans ce cas-là, justement, lui-même n'est pas limité à notre cerveau, puisqu'il appartiendrait au moins en partie à cet autre niveau de réalité. Et curieusement, c'est dans les mathématiques qu'on trouve donc l'argument le plus fort. Les grands mathématiciens disent, les mathématiques, je les invente pas, je les découvre. Comme on découvre l'Afrique, comme on découvre un continent. L'Amérique. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est un débat entre le fameux Jean-Pierre Changeux, l'homme qui a dit justement que on n'a rien à faire de l'esprit, qu'il nous suffit à l'homme d'être un homme neuronal. Le débat entre Jean-Pierre Changeux et Alain Cohn. Alain Cohn est un grand mathématicien, a priori agnostique, voire athée. Et Alain Cohn dit, mais moi les mathématiques, je sais que je les découvre, elles existent indépendamment de mon cerveau.
Et alors, Changeux dit, mais tu peux pas dire ça. Et il met une très grosse pression, parce que Changeux était un matérialiste conséquent. On dit souvent qu'on ne peut pas tolérer un pied divin dans la porte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer une brèche dans la matérialité du monde classique. Et donc Changeux lui dit, si tu dis que tu peux capter des informations dans un monde, même un monde idéal, des objets mathématiques, tu trahis la démocratie, la République, la laïcité, la Révolution de 1789 et tutti quanti. J'exagère à peine. La matière. Et donc, et les matérialistes en général. Et donc, Kohn, il résiste, et il dit non, absolument, moi, les mathématiques, voilà, je les découvre et tout. Et la meilleure preuve de ça, c'est un cas incroyable, qui s'appelle, un hindou, qui s'appelle Ramanujan, qui a vécu de 1880, pour le situer, à 1921. Donc, il est mort à 41 ans, malheureusement, parce que c'était une grande perte pour l'humanité. Quand il était jeune, il a commencé à écrire un certain nombre de formules. À l'âge de 15 ans, il s'intéressait aux mathématiques. Et ces formules, il les a envoyées à un grand professeur qui s'appelle Hardy, qui est un grand professeur de Cambridge. Et ce professeur de Cambridge l'a fait immédiatement venir d'Inde. Malheureusement, il est mal tombé, il est arrivé en 1914. Pas le bon moment pour faire des maths en Europe. Il est arrivé avec des carnets de 3000 formules, dont certaines étaient complètement incroyables. Il y avait des chiffres 1998 sur racine carrée de 2924, etc., etc. Et vous faites tourner ça et ça vous donne par exemple 8 décimales du nombre pi. Vous savez que pi est un nombre avec une infinité de décimales et qu'on ne peut pas effectivement les prévoir à l'avance parce que ces décimales, il n'y a pas de logique, de cohérence. Donc on a des méthodes de calcul. Et cette méthode de calcul vous donnait, chaque fois qu'on rentrait un nombre dans la formule, on avait 8 décimales nombre pi. Et alors, cette formule-là, elle est complètement bizarroïde, je disais, avec des racines de 92 000, machin bidule. Il n'y avait aucune façon d'expliquer comment il avait pu avoir ce genre de choses. Il a fallu 77 ans après sa mort pour démontrer que cette formule était exacte à l'infini. C'est-à-dire que si vous faites tourner à l'infini, elle vous donnera toujours 8 décimales nombre pi. Sur les 2900 formules qu'il a écrites, il n'y en a que 100 de fausses. Toutes les autres se sont révélées être justes. Et il n'avait aucune démonstration de ces formules. Et quand on lui demandait, mais comment il peut faire des formules mathématiques aussi sophistiquées, dont à l'époque on ne savait même pas qu'elles étaient vraies parce qu'on n'avait pas de démonstration. Et il a dit, c'est la déesse Intel qui me les donne. Et les mathématiciens anglais athées, évidemment, étaient tout à fait stupéfaits. Et il y a un livre, un DVD, avec Dev Patel et Jeremy Iron, qui s'appelle L'homme qui défie l'infini, sur la vie de Ramanujan, qui est un truc c'est un docu-fiction, mais c'est très très réaliste. Et ça décrit ce personnage incroyable, qui avait donc des intuitions mathématiques fulgurantes et dans l'essentiel exactes, qui n'avaient pas le niveau ni pour les démontrer. Il savait que c'était important, mais il ne savait pas le démontrer, ou très peu. Et avant sa mort, il a quand même été élu à l'Académie des sciences britanniques, le second indien seulement dans l'histoire, et le premier indien à être élu au Trinity College de Cambridge, donc il a été reconnu pour une toute petite partie de son travail, dont il avait été possible de le démontrer de son vivant. Et quand j'ai parlé à Cédric Villani, notre grand médaille Fields actuel, et que je lui ai dit il y a quelques semaines que je l'ai rencontré, je lui ai dit oui, mais et Ramanujan? Et il m'a dit, ah, ça pour nous mathématiciens, c'est un problème. C'est un problème. Ils ont quand même des problèmes. Ben oui, parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Ils trouvent toujours des solutions, mais ils ont quand même des problèmes. Là, c'est un problème parce qu'on ne sait pas expliquer justement comment une chose comme ça est possible. Donc, si vous enquêtez un peu, si vous regardez le film L'homme qui défie l'infini, vous pouvez acheter le DVD, vous verrez quelque chose d'extraordinaire, officiel, si vous voulez, ça qui m'intéresse, sur les pouvoirs d'esprit humain. C'est pas de la parapsychologie, c'est pas moi, je m'intéresse beaucoup aux souvenirs de la réincarnation de Ian Stevenson, je m'intéresse beaucoup aux expériences de parapsychologie du professeur Robert Yann à Princeton, dans un milieu officiel, mais là, vous êtes sur quelque chose d'encore beaucoup plus officiel. Comment est-ce que Ramanujan percevait la vérité en mathématiques? Eh bien, si on se pose cette question, on a peut-être une ouverture, justement, un pont entre la conscience humaine et d'autres niveaux de réalité. Explorateur au pluriel de l'invisible, chez Guitry et Daniel. Merci beaucoup, Jean Stone. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.